Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga, mais ça je pense que vous le devinez un peu, et franchement pour ce mois d'octobre, il risque d'y en avoir quand même pas mal. Petite anecdote quand même assez amusante, mais ces derniers jours, j'ai littéralement passé plus de 15 heures à ranger, trier et protéger mes mangas, et je suis loin d'avoir fini, et c'est incroyable le temps fou que ça prend. Donc voilà, sans plus tarder, attaquons le cœur de la vidéo avec, comme à chaque fois, le titre en service presse que j'ai reçu. Tout d'abord, les nouveautés, vous allez voir qu'il y en a énormément aux éditions Pika. J'ai reçu en avant-première à Journey Beyond Heaven, parce que si je ne me trompe pas, la parution du premier volume a été décalée jusqu'au 21 octobre. Je ne connaissais pas du tout la licence, même de nom, et quand je l'ai lu, c'était une énorme surprise. Je vous laisse voir un peu le style graphique, je vais en profiter pour faire le résumé. Dans le premier chapitre, on suit des enfants qui sont enfermés dans une sorte de jardin secret. Grosso modo, ça ressemble un peu à une sorte de laboratoire, et vraiment, on n'a pas la moindre idée de ce qu'ils font ici. Donc quand on commence le manga, on se dit, bon, ok, on a plus ou moins compris le topo, ils vont devoir essayer de s'échapper comme The Promised Neverland, mais en fait c'est pas du tout ça. À la fin du premier chapitre, on nous apprend d'une manière quand même assez bien pensée qu'il y a deux personnes qui sont censées venir de l'extérieur qui vont les libérer, et dans la page qui suit on se retrouve dans un monde post-apocalyptique où le personnage principal, et c'est lui à la même tête que la personne dans le labo, est accompagné d'un garde du corps. Il doit se rendre dans ce fameux paradis afin d'y faire quelque chose qui est expliqué un peu après. Tu me dis monde post-apo, je pense forcément à des monstres mutants, et clairement il y en a, et leur design est quand même assez particulier. Ça fait un peu penser au Parasite dans Parasite. Ça se voit que l'auteur était quand même pas mal inspiré pendant le design. T'es pas joyeux quand tu tombes sur un truc comme ça. Et quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, bon, ils sont deux survivants, ils sont isolés, ils doivent chercher d'autres camarades. Mais en fait, pas du tout, parce que au bout du chapitre 2 ou 3, tu tombes directement sur d'autres êtres humains. Oui, c'est des bandits, mais ça reste quand même des êtres humains. Et vraiment, de surprise en surprise, vers la fin du volume 1, ils tombent sur un groupe d'êtres humains qui vit pacifiquement, et on se demande comment ils font pour survivre au vu de la tête des monstres qu'il y a dehors, et on apprend que en fait ils viennent de Tokyo et que la ville de Tokyo existe toujours, donc du coup l'espèce humaine ne s'est pas vraiment éteinte. Donc vraiment un excellent volume 1 que je vous invite à découvrir. Et pour faire un peu le comparatif, ça ressemble pas mal à The Promised Neverland, mais dans un esprit plus survival game et plus mystérieux. Vraiment l'histoire est très bien écrite, on se prend dedans et on a envie de savoir ce qui se passe ensuite. Les éditions Kana, dans leur nouvelle collection Life, une série que j'attendais énormément de pouvoir lire, c'est Cigarette and Cherry, les deux premiers. Je vous laisse admirer un peu les covers avec ce petit post-it ici. Fumez-tu, ce manga contient 100% de substances addictives. Là le résumé est beaucoup plus simple, c'est un jeune homme qui vient de rentrer tout juste à l'université et qui a envie de se trouver une petite amie, sauf qu'il a aucune expérience en drague. Et ce qui se passe, c'est que c'est le coup de foudre au premier coup d'œil pour sa senpai, et là c'est assez marrant parce qu'il s'imagine déjà la présenter à ses anciens camarades de classe. Clairement ici niveau dessin, il n'y a rien à redire dessus. L'auteur arrive à bien mettre en valeur ce qui est important sur le moment. Ça va sans dire que ici j'avais d'énormes attentes dans la série, et je n'ai pas du tout été déçu. En fait quand tu commences le volume 1, tu te dis avec les premiers chapitres, ah, c'est des petits sketchs, c'est amusant, mais c'est pas vraiment ce qu'on attendait de voir. Et à partir, je sais pas, de la moitié du volume 1, tu commences à t'attacher au personnage. Ici aussi, si je devais faire un comparatif, je trouve que c'est un mixte entre Blue Flag, Otaku et Love X Dilemma. Et c'est tous les trois d'excellents mangas. C'est léger à lire, c'est drôle, ça sait être touchant, parce que clairement il y a des scènes, quand tu les vois, tu te dis, il a bien fait de faire comme ça. Et pour l'instant, de ce que j'ai lu, et vu comment ça part, ça risque d'être de mieux en mieux. C'est sans doute un must-have à avoir en termes de manga de romance. Tant qu'on était avec les éditions Kana, restons dessus avec le premier volume de Yawara de Naoki Urasawa. Et ça, je sais qu'il y a quand même pas mal d'entre vous qui l'ont acheté. Je vous laisse voir la jaquette bien colorée. Vous fiez pas trop au dessin parce qu'elle a été dessinée un peu après. Mais déjà, par rapport au format, il n'y a rien à redire dessus. Honnêtement, je trouve ça vraiment top. Faut savoir que ça va être 18 volumes. Donc, ça va être quand même assez conséquent. Et par rapport au dessin intérieur, ça fait un peu rétro, je vais vous montrer ça. Je sais pas pourquoi, mais la première fois que je l'ai ouvert, ça m'a fait quand même pas mal penser à City Hunter. Après, faut se le dire que ça a quand même beaucoup de charme, mais c'est Naoki Urasawa à ses tout débuts, c'est son deuxième manga, et c'est aussi son manga le plus long, parce qu'au Japon, le format simple fait 27 tomes. On reconnaît un peu son style, même si ça s'éloigne pas mal de ce qu'on a l'habitude de voir chez lui. Mais il y a certaines planches, on peut pas s'y tromper. Quand on tombe dessus, on se dit, c'est clair et net, c'est bien du Naoki Urasawa. Celle-ci par exemple, c'est vraiment dur de s'y tromper. Donc je l'ai lu, et quand on regarde le résumé, c'est quand même assez marrant. Yawara, l'œuvre incontournable d'un narrateur hors pair, l'auteur de Pluto, Monster et Asadora, vous entraîne dans le quotidien
quotidien ordinaire d'une judoka extraordinaire. Et du coup, qu'est-ce que j'en pense? Alors, de ce que j'en ai lu, j'ai trouvé ça vraiment bon pour son style. Pour vous dire, ça m'a énormément fait penser à Ranma 1/2. C'est un manga qui est plus axé sur l'humour, le slice of life que vraiment le sport. Il y a un tout petit peu d'échi, des fois on voit un peu de soutien-gorge, un peu de culotte, mais vu que ça a été dessiné dans les années 80, c'est l'échi de l'époque, donc c'est pas vraiment gênant. Mais vous pouvez voir que là, ils font des prises, mais il n'y a aucune explication derrière. Pour être totalement franc, quand la licence a été annoncée en France par les éditions Kana, j'étais pas convaincu. Je me suis dit, bon, la série a un peu plus de 35 ans, c'est assez vieux, ça fait 18 volumes dans le format de luxe, donc est-ce que ça va se vendre jusqu'au bout? Et en lisant le premier tome, je suis clairement convaincu parce que le manga a des qualités qui lui sont non négligeables. Et là, j'ai pas trop le temps de le lire et j'ai reçu Hachum, là aussi de Naoki Urasawa, et je trouve que les covers avec Yawara sont quand même pas mal assortis, même le format est exactement le même. Je pense que ça se remarque du premier coup d'œil, c'est beaucoup plus récent et c'est une anthologie des séries courtes de l'auteur. À voir comme ça, on a un peu tout à l'intérieur. Et la dernière nouveauté manga que j'ai reçue, qui m'a sans doute le plus surpris au niveau scénario, c'est Kaijin Radio, les volumes 1 et 2 aux éditions Kurokawa par le même dessinateur que Red Ace Sword. Niveau dessin, ça se reconnaît du premier coup d'œil. Moi, pour vous dire ce que je fais quand je commence un manga, la plupart du temps, je ne lis jamais le synopsis, je me laisse souvent surprendre. Et là, pour vous dire, ça m'a beaucoup surpris parce que j'ai trouvé ça très cliché, mais j'ai l'impression qu'il joue un peu de ça. Pour vous faire le résumé, on est dans un monde où les gens qui ne se sentent vraiment pas bien dans leur peau se transforment en monstres. Par exemple, si on est extrêmement jaloux de quelqu'un, si on est tout le temps en colère, si on est tout le temps anxieux, à un moment on pète un câble et on devient un monstre qui tue les gens juste pour le plaisir de les tuer. Et le personnage principal de l'histoire que voici, c'est un pervers de plus à plus tendre enfance. Et vraiment le scénario fait halluciner. Il tombe amoureux du premier coup d'œil d'une fille qui appartient à une école qui forment des chasseurs de monstres. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas trop, mais je trouve que dans le manga, il y a des personnages qui sont quand même un peu plus beaux. Et là, on sent l'inspiration de Red et Sword. En fait, pour combattre les monstres, les filles ont des reliques qui ont été eux-mêmes récupérées sur les monstres, sauf que si elles abusent de leur pouvoir, elles deviennent des meurtrières en série. Et quand j'ai vu ça, j'ai pas cru mes yeux. La seule manière de les sauver, c'est d'activer leur pulsion sexuelle. Ils le disent clairement ici, pour calmer ces pulsions, il faut leur faire des trucs cochons pour réveiller leurs pulsions érotiques. Et là aussi, je pense que vous devez plus ou moins vous en douter pourquoi ce personnage principal en particulier. Tout simplement parce que c'est le genre de personne qui est devenu un monstre, non à cause de ses pulsions meurtrières, ils appellent ça Thanatos dans le manga, mais à cause de ses pulsions érotiques. Donc c'est un monstre d'érotisme. Là ça spoil un peu, mais c'est quand même assez important de le préciser. Non, le personnage principal ne fait pas que peloter des filles, il a aussi des capacités physiques surhumaines, ce qui fait que de temps en temps il se bat et c'est quand même assez stylé. De ce que j'ai lu, j'ai deux grosses choses à dire par rapport à ça. La première, c'est que ça vise exactement le même public que Red et Sword. Alors oui, c'est plus axé sur le chi, mais c'est dans le même esprit, c'est très sanglant. Un exemple que vous pouvez clairement voir. Et la deuxième chose qui m'a vraiment étonné, c'est que l'histoire, elle avance hyper vite. À la fin du volume 2, t'as l'impression qu'il s'est passé 4 tomes. Donc j'attends vraiment de voir comment ça évolue, parce que si je me trompe pas, c'est déjà 6 volumes au Japon, et à la vitesse où ça avance, je sais pas au volume 6 ce qui va se passer, mais je suis quand même assez curieux. On met en pause 2 secondes les mangas pour vous parler des romans que j'ai reçus, avec tout d'abord 5 cm par seconde de Makoto Shinkai. Ça, forcément, je l'aurai un jour dans ma collection, parce que clairement, c'est l'un des plus beaux films que j'ai vu. Je suis vraiment content de le voir venir en France, parce que généralement, je suis pas très sentimental, mais quand j'ai vu le film 5 cm par seconde, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer, et je pense que je le re-regarderai une deuxième fois. Ce sera exactement la même chose, parce que le film est juste excellentissime. Pour ceux qui s'attendraient à un light novel, c'est pas du tout le cas, et en soi, généralement, light novel, t'as que 2-3 illustrations, donc c'est pas plus intéressant que ça, surtout quand t'as l'adaptation en film, donc tu t'imagines plus ou moins les scènes. Mais non, c'est un roman au sens propre du terme, il y a que des pages, il est pas si long que ça. Je laisse voir un peu, mais les caractères sont plutôt gros. Il y a 205 pages, donc ça se lit plutôt rapidement. Et c'est vendu au prix de 14,95 €. Donc ça, clairement, c'est quelque chose que je vais garder, je pense, pendant très longtemps. Et ensuite, un autre roman que j'attendais encore plus, et je pensais même pas qu'on allait l'avoir, donc quand ils l'ont annoncé, j'étais clairement aux anges. C'est Kizumonogatari, la légende de Quichotte. Là, par contre, on a beaucoup plus d'épaisseur. Je vous laisse un peu le comparer, on peut le dire, c'est clairement du simple au triple. Dans le préquel Kizumonogatari, on a 462 pages, et ce que j'ai trouvé quand même assez amusant, et c'est pas une critique en soi, juste les choses sont comme ça. Là,
on a 206 pages, ça coûte 14,95 €. Ici, on en a 462 et ça coûte 16,95 €. Donc, pour 290 pages en plus, on rajoute 2 €. Je trouve ça quand même assez marrant. J'ai un doute, mais je crois qu'il n'y a qu'une seule illustration à l'intérieur. Il n'y en a pas une mais deux, mais en soi ça change pas grand chose. Je pense que ça se remarque assez bien rien que sur le trait graphique, même si c'est le préquel de Monogatari, ça a été écrit bien après. J'ai retrouvé le volume 1 de la dite série et quand je vous montre l'illustration, vous allez voir qu'il y a quand même une sacrée différence. Il y a quand même eu une bonne amélioration, surtout qu'aujourd'hui il dessine plus ou moins comme ça. Et la première chose que j'ai faite quand j'ai reçu le roman, ça m'a donné envie de re-regarder les films. Donc pour la 5e fois consécutive, j'ai re-regardé la trilogie de la série. Donc je les aurais vus quand même un bon paquet de fois. Clairement, ils sont pas magnifiques les uns à côté des autres. Je trouve qu'il y a quand même un charme. J'espère qu'on aura d'autres Monogatari édités en France parce qu'il y en a quand même un bon paquet au Japon. Donc maintenant, les licences déjà en cours. Tout d'abord avec le 4e de Chainsaw Man que j'ai lu. Alors déjà, à la fin du 3, elle était quand même assez incroyable. Tu te dis, attends, mais il faut que je vois la suite. Le 4e, il est un peu dans la continuité. Tu te dis, c'est trop bien. Ça n'a pas grand sens, mais c'est juste tellement kiffant à lire. Si vous avez commencé la série et que vous n'y avez pas attaché, allez au moins jusqu'au volume 3 parce que les 2 premiers volumes, c'est un peu de l'intro. À un moment, il se passe un truc, tu te dis, j'ai envie de connaître la suite. Et vraiment, genre, le manga est littéralement exceptionnel. S'il y avait 20 volumes de Chainsaw Man qui étaient sortis, même si je pense pas que la série est aussi loin, je les aurais tous lus d'une traite parce que ça va de révélation en révélation. Après, niveau dessin, il y a des gens qui attachent pas trop, mais on peut pas lui retirer que c'est beau. Bah, normalement, si on connaît pas l'histoire, ça spoil pas trop, mais il y a des planches qui sont juste sublimes. On revient avec les éditions Kurokawa, avec le 5e tome de Goblin Slayer Years One, qui est là aussi excellent, et le 9e de Goblin Slayer, le classique. Ici pour moi, que ce soit la série principale ou le spin-off, ça fait partie des meilleures séries de Dark Fantasy qu'on sort actuellement. Après, ça vise quand même un public assez shonen, alors que généralement la Dark Fantasy c'est assez seinen, mais je trouve que dans ce que ça fait, ça arrive à être excellent. Je dois avoir 1 ou 2 volumes de retard, mais c'est agréable, c'est pas trop prise de tête, c'est sanglant, et généralement l'auteur nous donne ce qu'on a envie de voir à l'intérieur. Ensuite, quelque chose que vous connaissez forcément tous parce que c'est l'un des mangas qui se vend le plus en France, le 21e de One Punch Man qui termine la frise avant. En fait, il n'y a que 3 tomes et les 3 forment la frise. Mais nous, ce qui nous intéresse, en tout cas moi spécialement, c'est la frise arrière. Voilà, on va être honnête avec nous. Faut se le dire, c'est plutôt stylé. Alors normalement, il y en a 3 avec le tome 19, mais vu que j'ai pas 3 mains, c'est pas possible de prendre les 3 en même temps. Et la frise arrière qui est tout aussi belle. Donc le volume 21 de One Punch Man qui nous entraîne au cœur du combat contre l'organisation des démons qui, pour moi actuellement, est juste le meilleur arc du manga. En fait, c'est pas tant le meilleur arc du manga, c'est le seul arc qui a des ennemis assez nombreux pour faire un arc long. Toutes les scènes sont de ce niveau là, c'est juste incroyable. Niveau dessin, il est clairement God tier. Et enfin, le dernier manga que j'ai reçu de la part des éditions Kurokawa, et j'ai pas encore pris le temps de le lire, mais clairement fallait que je vous le montre parce que la couverture elle est juste sublime, c'est Full Metal Alchemist, le 4e tome de la Perfect. La couverture elle est juste magique. Donc pour l'instant j'ai bien aimé les 2 premiers tomes sans que ce soit incroyable non plus. On me dit que ça devient beaucoup mieux par la suite. Donc je vous parlerai de tout ça un peu plus en détail avec le volume 5. On revient maintenant sur les éditions Kana qui m'ont envoyé le 7e tome de Gleipnir et j'ai pris le temps de lire les 6 premiers. Et franchement, ça m'a beaucoup surpris dans le bon sens du terme. Pour vous dire, j'ai tellement bien attaché à l'histoire que j'ai lu les 6 volumes d'une traite. Et alors moi je pensais que de base c'était plus un manga axé second degré parce que voilà, quand on connaît le pouvoir du personnage principal tu te dis bon ok il est pas si fort que ça, mais en fait c'est beaucoup plus psychologique que ça n'a l'air. Il y a un délire comme quoi il commence à tuer beaucoup de personnes, ils se sentent coupables mais en même temps ils ont pas le choix, ils sont torturés et ça fait des personnages très intéressants à l'écriture. Quand tu commences le titre tu te dis bon il va y avoir un peu d'action, un peu d'aventure et c'est à peu près tout, mais en fait c'est ficelé du début à la fin. Je pense que l'auteur avant même d'écrire son premier volume il sait déjà plus ou moins tout ce qu'il va raconter. J'attends vraiment de voir la suite et je pense que la licence va pas tarder à se terminer. En tout cas ça donne l'impression de se rapprocher de la fin. Et on va finir la vidéo avec les éditions Pika avec tout d'abord le 5e tome de The Quintessential Quintuplet. Clairement actuellement c'est l'un de mes animés de romance favoris. Je trouve que le manga, les personnages, l'intrigue, elle est hyper bien écrite et on le dit pas assez, mais ce que moi j'ai trouvé très fort dans l'écriture de l'histoire, c'est les 5 quintuplets, elles se ressemblent un peu toutes, même si
Si c'était mis dans la réalité, on verrait clairement la différence, mais là, elles se ressemblent, mais il y a le petit détail à chaque fois qui redessine, qui fait qu'on arrive à les distinguer les uns les autres. On me l'a appris il y a quand même assez longtemps, mais il existe une édition couleur au Japon. J'aimerais bien l'avoir en France, mais je pense que c'est pas gagné quoi. Ensuite, dans la même lignée, mais en beaucoup moins prise de tête, on a le 9e tome de Roméo vs Juliette. Et maintenant que j'y pense, à chaque fois que j'y pense, en fait, je trouve que ça ressemble énormément à Nisekoi. Surtout que Nisekoi, c'est extrêmement connu quand même. Comme à chaque fois, c'est toujours un plaisir à lire. Les situations sont d'un cliché pas possible, mais en soi, ça fait un peu partie du charme de l'histoire. Dans une catégorie un peu plus échue, on a le 19e de Triage X, et je pense qu'avec la 4e de couverture, on voit plus ou moins à quoi s'attendre dans l'histoire. Il mise énormément sur le fanservice, et en soi, moi ça me dérange pas plus que ça. Après, niveau scénario, ça vole pas bien haut, et niveau dialogue, c'est assez lourd à lire pour vous dire. Chaque 30 pages, je devais faire une petite pause, mais ceux qui lisent, on va pas se le cacher, c'est principalement pour le chi, et je pense que voilà, il faut pas s'attendre à quelque chose en plus que ça. Il y a un peu d'action, il y a un peu d'aventure, mais rien que sur les covers, on se fait vite une idée dessus. Toujours dans les chi, on a le 16e de Yuna de la Potion Yuragi, qui cette fois-ci, niveau scénario et dialogue, même si c'est pas un niveau incroyable, ça devient bien meilleur. Je suis en train de le feuilleter là parce que j'ai 3-4 volumes de retard, et niveau intrigue, il se passe quelque chose qui, moi, me fait quand même bien plaisir, parce que il m'a l'air d'y avoir un vrai scénario qui se dessine. En tout cas, un arc avec un vrai méchant intéressant. Clairement, j'aime énormément. Après, c'est une licence qui se lit sans prise de tête, comme la plupart des chi. Et le dernier manga que j'ai reçu de la part des éditions Pika, c'est le 31e de l'Attaque des Titans, édition limitée. Quoique, si je me trompe pas, l'édition simple était un peu plus belle, mais voilà, édition limitée, ça a ce côté un peu prestigieux. Je suis toujours pas à jour, et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais sans doute attendre la sortie de la saison 4 pour regarder les 3 saisons d'un coup, plutôt me refaire la saison 1 et 2, regarder la saison 3 et directement attaquer la saison 4 et aller à la fin de l'histoire, et puis ensuite je lirai l'édition colossale. La vidéo se termine ici, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important, à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire. Allez, je te dis à la prochaine, salut.